Je crois que c'est bon. Voilà, Dora, si tu veux ouvrir. Oui, alors donc aujourd'hui, donc bonjour tout le monde. On a aujourd'hui deux présentations, bah, comme d'habitude, hein, donc une par Simon qui nous parle et une autre par moi-même, hein. Et les deux parlent de Covid, si je ne me trompe pas. Voilà, alors la nôtre en fait est plutôt salut Georges, une présentation un peu de modélisation mathématique, en fait, hein, qui pourrait s'appliquer à d'autres contextes que celui de Covid. Et puis Simon, c'est plutôt de l'épidémiologie de terrain. Voilà. J'en profite pour refaire un petit appel à candidature, hein, puisqu'on vient d'en parler, Judith. On est côté mesure, en tout cas, on a une présentation pour le mois prochain, et puis après, on n'a plus personne dans les tuyaux. Donc voilà, vous voyez, c'est sympa. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour à partir du mois de mars. Et puis voilà, côté UME, apparemment, c'est déjà en cours, hein, Judith. Voilà. Donc, on vous renverra le programme mis à jour quand on en disposera à partir du mois de mars. Voilà. Après, pour l'ordre des présentations, je ne sais pas, tu veux que je commence, Simon, ou tu... Comme tu Ouais. veux, ça m'est égal. Bon, bah, je peux commencer si vous voulez. Alors, je vais partager mon écran. Hop, voilà, c'est plutôt ça que je vais vous montrer. C'est bon, vous voyez les diapos? Oui, ça marche. C'est super. Ouais, donc le travail que je vais vous présenter là, en fait, a été principalement réalisé par un stagiaire, Théo, qui a effectué son stage avec mon collègue Kevin, qui s'excuse parce qu'il est en cours aujourd'hui, et puis donc il ne peut pas être avec nous, et puis moi-même, donc l'année dernière, jusqu'à septembre, là. L'objectif de ce stage, qui était un stage vraiment de modélisation un petit peu théorique, hein, c'était d'évaluer la stratégie de gestion pandémique par les hôpitaux de quarantaine qui a été mise en place notamment en Égypte et qui a fait l'objet en fait de la précédente présentation, une des précédentes présentations qu'on a faites dans le cadre de ce séminaire, la présentation de Sophia Riron, si vous vous en souvenez. Voilà. Donc, alors, un tout petit peu de contexte, qu'on a sans doute déjà fait dans cette présentation précédente d'ailleurs. Vous savez tous sans doute que les établissements de soins ont joué un rôle important dans la dynamique épidémique de la Covid-19, notamment parce que du fait que cet établissement était amené à accueillir des patients, les patients les plus sévères, hein, de Covid, et bien ensuite il pouvait y avoir de la transmission nosocomiale du virus, et ça a causé des clusters épidémiques dans ces établissements de soins, notamment dans les hôpitaux, et puis il y a aussi eu des clusters dans les maisons de retraite qui ont été extrêmement touchées en termes de mortalité par cette épidémie, hein, pas seulement en France, mais partout à l'international. Et donc le risque Covid dans ces établissements de soins, il était pour les patients non Covid qui pouvaient être contaminés par les patients Covid, mais également pour les personnels soignants. Voilà. Et il y a des études, je me rends compte que j'ai oublié de rajouter les références que je voulais vous rajouter sur cette diapo, mais si vous en voulez, je vous les donnerai après. Il y a des études qui ont montré, notamment au Royaume-Uni, que dans des périodes où il y avait des mesures de contrôle assez efficaces qui étaient mises en place en communauté, eh bien, c'était les établissements de soins qui, en fait, étaient les principaux moteurs de la dynamique épidémique dans le pays. Et donc, avec cette circulation forte dans les hôpitaux et puis un feedback après vers la communauté. Voilà. Donc, il y a différentes manières ou pistes qui ont été mises en place, hein, pour réduire ce risque. La première étant, bien sûr, la mise en place de toutes les mesures de contrôle qu'on peut imaginer dans les hôpitaux, les équipements de protection, etc. Bien sûr, la vaccination après. Mais une stratégie un petit peu originale et dont on vous a déjà parlé précédemment, donc c'est cette stratégie des établissements de quarantaine, donc qui consiste en fait à isoler le personnel avec les patients dans l'établissement. Alors, je l'ai mentionné là parce que il se trouve qu'en France, il y a eu quelques expérimentations un petit peu dans cet esprit-là, dans certains EHPAD pendant la première vague pandémique, qui ont été reprises pas mal dans les médias, hein. Voilà, où là, c'était plutôt dans une logique de protéger les patients qui n'étaient pas encore infectés. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est plutôt du cas particulier du modèle égyptien.
Donc ce modèle égyptien, c'est un modèle qui a été mis en place dès la première vague pandémique et dont le principe, c'était de dédier des hôpitaux de soins aigus au traitement et à la prise en charge des patients atteints de Covid sévère, donc qui avaient besoin d'être hospitalisés. Et donc ces hôpitaux de quarantaine Covid, en fait, étaient censés héberger l'intégralité des patients Covid, en tout cas ceux identifiés comme tels, et qui avaient besoin d'être hospitalisés, et ils avaient du personnel qui était également enfermé, en tout cas qui résidait de manière continue dans ces hôpitaux avec les patients, enfin voilà, dans des dortoirs, voilà, dédiés, pendant des chiffres de 1 à 2 semaines. Et donc ils étaient testés à l'entrée, heu, pour vérifier qu'ils n'étaient pas eux-mêmes infectés. Ils restaient dans ces hôpitaux pendant 1 à 2 semaines, et puis au bout d'1 à 2 semaines, ils sortaient, on les testait de nouveau pour vérifier qu'ils n'avaient pas été infectés pendant ces 2 semaines, et ils étaient ensuite invités à s'isoler pendant une durée équivalente, hein, de 1 à 2 semaines, avant de pouvoir reprendre leur vie normale dans la société. Voilà. Hem, donc le travail de Sophia Riron, qui vous a été présenté le 25 novembre, si je ne me trompe pas, a consisté à analyser ces données-là d'un point de vue plutôt épidémiologique, hein, pour quantifier le risque induit pour les personnels de ces hôpitaux. Et bon, je vais pas refaire sa présentation, mais la conclusion, c'était qu'il n'y avait pas forcément de sur-risque pour les personnels. En fait, il y avait certains de ces hôpitaux de quarantaine dans lesquels on a documenté vraiment un sur-risque de contamination, mais dans la plupart de ceux qu'on a étudiés, le risque était comparable à ceux des hôpitaux classiques. Donc la question qu'on s'est posée après ça, c'était de savoir quels étaient les impacts, les bénéfices potentiels pour la population générale de ce modèle-là. Et pour ça, alors malheureusement, on n'avait pas de données qui nous permettaient de l'évaluer par une approche, on va dire, statistique ou épidémiologique. Et donc, pour évaluer ces bénéfices potentiels de la stratégie d'hôpitaux de quarantaine pour la population générale, on a choisi une approche de modélisation mathématique. Alors en se plaçant dans un contexte particulier, hein, qui est celui d'une période pandémique avec des mesures de contrôle en place un certain nombre de mesures de contrôle déjà en place dans la communauté. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un modèle de la transmission d'un virus respiratoire, alors qui ressemblait fortement au SARS-CoV-2, hein, dans une population, comprenant, on va dire une communauté et un ou plusieurs hôpitaux, en comparant 2 scénarios de gestion hospitalière, un scénario classique avec des hôpitaux qui hébergent plusieurs sortes de patients, et puis un scénario dit quarantaine où on a l'hôpital usuel où vont les patients non Covid, et puis l'hôpital de quarantaine. Voilà, et puis on a simulé le modèle sur 300 jours et regardé le nombre de cas qu'on avait dans l'un et l'autre scénario et le nombre de cas nosocomiaux. Alors, donc, pour vous en dire un petit peu plus sur ce modèle, donc il s'agit d'un modèle stochastique, hein, qui prend en compte l'aléatoire. Donc, on ne va pas faire une seule simulation du modèle, on va en faire à chaque fois plusieurs centaines, hein, pour avoir une idée de la variabilité possible, hein, des prédictions. Compartimentales, tenant compte de 2 populations, donc les soignants et puis les autres personnes dans la population, donc les patients potentiels, hein, voilà. Et de plusieurs hôpitaux. Donc ce qu'on voit sur ce schéma, je ne sais pas trop si vous voyez ma souris là, on a donc la communauté, dans laquelle on a à la fois des patients et des soignants. Les patients peuvent être, et les patients comme les soignants peuvent être infectés. Et ils peuvent être, alors je crois même pas que j'ai mis de diapo avec le modèle d'évolution du SRAS-CoV-2, mais on prend en compte à la fois la phase d'incubation et puis la phase infectée derrière, en tenant compte de la possibilité d'être contaminant quand on est en fin d'incubation, et du fait qu'il y a des personnes qui sont asymptomatiques, d'autres qui sont symptomatiques avec des symptômes modérés, et enfin d'autres qui sont symptomatiques avec des symptômes plus sévères. Voilà. Donc les personnes qui sont, les futurs patients, hein, qui sont en communauté peuvent être hospitalisés dans l'hôpital usuel ou dans l'hôpital de quarantaine. S'ils ont des symptômes sévères de Covid, alors ils vont être hospitalisés dans l'hôpital de quarantaine. S'ils sont asymptomatiques, hein, ou qu'ils ont des symptômes très légers, ou qu'ils sont juste pas infectés et qu'ils ont quand même besoin d'être hospitalisés, alors ils sont hospitalisés dans l'hôpital usuel.
Et les soignants, eux, peuvent travailler soit dans l'hôpital usuel, soit dans l'hôpital de quarantaine. Dans chacun des 2 hôpitaux, ils peuvent être, contaminés, par, des contacts avec d'autres personnes qui seraient infectées. Voilà. Et alors dans l'hôpital usuel, ils y travaillent à la journée, ils rentrent chez eux le soir, voilà, avec un rythme de travail, qui reproduit ce qui se passe, dans la réalité pour ce type d'hôpitaux. Alors que dans les hôpitaux de quarantaine, comme je l'ai expliqué, ils y rentrent pour des shifts continus de 1 à 2 semaines et puis après, quand ils en sortent, ils passent par une phase d'auto-isolement, de durée équivalente. Voilà. J'ajoute à ça qu'on suppose dans ce modèle que, les soignants qui ont des symptômes, quel que soit le niveau de symptômes d'ailleurs, mais des symptômes notables, de Covid, eux, sont incités, à s'isoler, et à s'isoler de manière, efficace. Voilà. Alors ouais, ce modèle tient compte d'un certain nombre de paramètres d'entrée qui peuvent être des caractéristiques, classiques, du virus qu'on prend en compte. Donc la durée des différentes phases d'incubation d'infection, la proportion d'asymptomatiques, la proportion d'hospitalisés chez les symptomatiques, la contagiosité, donc le R0 en communauté dans les différents types d'hôpitaux. Sachant qu'on a plutôt pris des valeurs par défaut qui correspondaient à ce qui s'est passé pendant l'automne 2020, en France, voilà. Avec un F0 donc relativement, contrôlé en communauté, juste au-dessus de 1, à 1,1. Et puis autour de 2,5 à 3 dans les hôpitaux usuels et plus élevé dans les hôpitaux de quarantaine. Donc dans les hôpitaux usuels, c'est pour tout le monde, hein, puisque les patients comme les soignants peuvent être contaminés, alors que dans les hôpitaux de quarantaine, c'est uniquement les soignants qui peuvent être contaminés et ça s'appuie sur l'étude de Sophia, donc elle vous a déjà présentée. Hem Après, il y a des paramètres qui concernent l'organisation hospitalière et la démographie, donc la taille de la ville, hein. Enfin, là, ce qu'on simule, c'est une ville de 50 000 habitants dans laquelle, 1,5 de la population sont des soignants et donc il y a 2 hôpitaux, soit 2 hôpitaux usuels, soit un hôpital usuel, un hôpital de quarantaine, voilà et on tient compte du ratio patient personnel dans les 2 hôpitaux, de la durée des shifts, du nombre de lits, de la durée de séjour et cetera. Voilà et puis, il y a des paramètres qui tiennent compte qui décrivent les mesures de contrôle aussi, notamment les paramètres importants ici sont le niveau d'adhérence des soignants à l'isolement qui est recommandé. Alors que ce soit l'isolement post-chiffre de quarantaine, où là on suppose ils y adhèrent de manière, modérée, on va dire, hein, donc leur infectiosité va être réduite, de 40 à 70 suivant les scénarios et leur isolement, en cas de symptômes, où là on suppose que c'est beaucoup plus strict. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Donc, je vous montre ici à chaque fois des résultats où on a à la fois la moyenne et puis une bande de prédiction qui correspond à 95 hein, qui correspond donc au fait qu'on a des simulations stochastiques du modèle. Donc là, ce qu'on voit en fait, c'est à la fois donc c'est la proportion, donc la prévalence en fait, enfin le taux de prévalence de l'infection dans la population totale, tous individus confondus, tous milieux confondus, en fonction du temps, donc sur 300 jours, en rouge dans le scénario, de référence avec que des hôpitaux usuels et en bleu dans le scénario de quarantaine, donc avec des hôpitaux de quarantaine. Donc à gauche, c'est la prévalence, à droite, c'est le nombre de cas cumulés en fonction du temps. Et donc ce qu'on voit, c'est que, bah, la stratégie d'hôpitaux de quarantaine peut, dans cette simulation-là, hein, sous les conditions où on l'a mise, peut réduire, très significativement la hauteur du pic. Elle décale également le pic et quand on voit ça et quand on raisonne en nombre de cas cumulés, elle réduit d'à peu près 30 le nombre de cas cumulés sur, cette ville de 50 000 habitants, sur 300 jours. Voilà. Alors, sous quelles conditions parce que je vous ai dit, ça c'est dans les conditions qu'on a mises dans notre scénario, de base. Sous quelles conditions est-ce que c'est vrai? Quand on regarde donc les 2 paramètres les plus importants, je vous montrerai à la fin l'analyse de sensibilité, mais les 2 paramètres clés ici, c'est le R0 en communauté, c'est-à-dire la transmissibilité du virus, dans la population générale et le paramètre epsilon ici qui représente le niveau d'adhésion, des soignants symptomatiques aux recommandations d'isolement si jamais ils ont des symptômes. Voilà.
Et donc ce qu'on voit, c'est que la stratégie de quarantaine est d'autant plus efficace qu'on est en bas à gauche de ces figures ici, c'est-à-dire que le RC et le epsilon sont petits, autrement dit que les soignants symptomatiques s'isolent bien et que les mesures de contrôle en communauté sont bien implémentées et sont efficaces. Donc ce que vous avez à gauche, c'est la réduction avec vous avez les courbes de niveau en orange, hein, mais en bleu, c'est la réduction en pourcentage du nombre total d'infections cumulées sur 300 jours, qu'on obtient grâce au scénario de quarantaine. Donc on voit que pour un R0 en communauté de l'ordre de entre 1 et 2, voilà, c'est à peu près ici. On a une réduction qui varie entre plus de 40 et on va dire plus de 20 si le taux d'adhésion aux recommandations d'isolement des soignants symptomatiques est de plus de 80. Et à droite, c'est la même chose, mais non pas sur le nombre de cas cumulés, mais sur la taille du pic épidémique. Et donc là, on est sur des niveaux de réduction qui sont bien plus élevés, hein, de l'ordre de plus de 40 même pour des conditions qui sont beaucoup moins strictes sur la transmission communautaire et sur les mesures d'isolement. Voilà. Alors ça, c'était sur, tout ça, c'était les impacts de cette stratégie d'hôpitaux de quarantaine sur la population, générale, alors sur le nombre de cas en général. Mais évidemment, on peut aussi s'intéresser à, l'impact de cette stratégie spécifiquement sur les contaminations nosocomiales. Et en fait, c'est relativement attendu, hein, puisque justement on coupe, la population de patients en 2 et on met les patients, Covid dans un hôpital dédié. Donc ça va très fortement réduire les contaminations nosocomiales, même s'il en reste encore un petit peu. On voit que, en fait, le nombre de cas cumulés, avec le scénario de référence, on a 16 des patients admis dans les hôpitaux usuels qui vont, sur la durée de la simulation, être infectés par le SRAS-CoV-2. Alors que dans la stratégie de quarantaine, il y a moins de 1 de ces patients qui restent contaminés. Alors, il y en a qui restent contaminés parce il peut y avoir des patients Covid qui passent sous le radar, hein, parce qu'ils sont asymptomatiques ou très faiblement symptomatiques et qui donc vont dans l'hôpital usuel et pas dans l'hôpital de quarantaine. Et idem pour les soignants. Voilà. Et l'autre chose qu'on a regardé, puisqu'on a parlé, j'ai parlé tout à l'heure du travail de Sophia qui avait évalué le surrisque pour les personnels, c'était si nous, dans ces simulations, on retrouvait cette idée que les soignants ne subissaient pas forcément un fort surrisque de contamination nosocomiale également. Et c'est ce qu'on retrouve ici aussi, hein. Donc là, on a en fait le delta, hein, du nombre de cas d'infection des soignants sur la durée des simulations, entre la stratégie de quarantaine et la stratégie, de référence et on voit qu'on est, sur des réductions, là aussi, du nombre de cas chez les soignants. Donc au contraire, hein, non seulement ils subissent pas un surrisque, mais il y a même en fait, les bénéfices pour eux, de la diminution de la circulation, globale, du virus sont supérieurs, au surrisque que subissent éventuellement légèrement les soignants dans l'hôpital de quarantaine. Voilà et je ne vous l'ai pas montré là, mais en fait, il y a si on s'intéresse au pic chez les soignants, on est sur une réduction, bien supérieure. Voilà, donc ça, c'est juste pour finir sur les résultats, l'analyse de sensibilité, multivariée qu'on a effectuée. Donc ce sont en gros des corrélations entre, une sortie du modèle qui est, celle que je vous ai montrée le plus souvent, hein, la réduction du nombre total de cas induite par la stratégie d'hôpitaux de quarantaine. Et donc corrélation entre ça et les différents, paramètres d'entrée. Alors je ne vais pas, tout vous lire, ça serait un petit peu fastidieux sur cette figure-là, on y reviendra si vous le souhaitez, mais ce qu'on revoit, c'est que les 2 paramètres, principaux, enfin ceux qui jouent le plus, hein, qui ont ces coefficients de corrélation, les plus forts, hein, au-delà de 0,5 en valeur absolue, c'est bien le R0 communautaire et ce paramètre epsilon d'adhésion aux mesures d'isolement chez les soignants, symptomatiques. Et puis, en rouge, hein, donc sur ce graphique-là entouré. Et puis, les autres paramètres qui jouent un rôle relativement important, bah, en fait, de manière pas très surprenante, hein, c'est la circulation, du virus, c'est la transmissivité du virus entre patients, dans l'hôpital,
dans l'hôpital usuel et entre patients et personnel dans l'hôpital de quarantaine. Et puis, quelques paramètres en lien avec euh, la- les caractéristiques de l'infection à ce virus respiratoire, notamment la réduction de l'infectiosité chez les asymptomatiques et la proportion d'individus asymptomatiques. Euh, voilà. Mais qui ne jouent pas un rôle extrême, enfin, avec des coefficients qui sont pas extrêmement élevés. Hop. Voilà, donc juste pour résumer ce que je vous ai présenté là. Donc, ces travaux, donc, ils sont bon, voilà, des travaux de modélisation, hein, mais ils suggèrent qu'il y a un bénéfice potentiel assez fort de cette stratégie d'hôpitaux de quarantaine en cas de vague épidémique en communauté, avec un pic qui est aplati et retardé, moins de cas au total et beaucoup moins de cas nosocomiaux, ce qui pourrait impliquer qu'en termes de mortalité, on aurait des bénéfices encore plus forts que les bénéfices de morbidité que je vous ai montrés, puisque ce sont les patients les plus fragiles qui sont enfin les personnes les plus fragiles qu'on va retrouver dans cette population de patients hospitalisés, même dans les hôpitaux usuels. Et tout ça avec un surrisque pour les personnels soignants qui resterait limité, comme l'a montré les travaux de Sophia. Alors, donc, comme je l'ai dit en introduction, malheureusement, on n'a pas de données en Égypte qui permettent la validation de ce modèle, mais les résultats sont cohérents avec ceux d'autres études, par exemple au Royaume-Uni, hein, qui montraient le rôle clé joué par les hôpitaux dans la dynamique épidémique quand des mesures de contrôle efficaces sont en place en communauté, hein. Voilà. Donc après, reste la question de si on se dit que ça, c'est une stratégie qu'on voudrait recommander dans des conditions bien particulières, comme celles qu'on a vues là. Reste la question de l'acceptabilité et de la faisabilité. Euh, donc déjà dans ce travail-là, on identifie un petit peu des conditions optimales de mise en place, hein, notamment que le R0 en communauté soit limité, donc que ce soit un moment où c'est pas au tout début d'une vague pandémique, hein, c'est un moment où on a été capable de mettre en place des mesures de contrôle fortes en communauté, mais il y a encore de la circulation dans les hôpitaux, et où on est capable d'obtenir un isolement efficace des soignants symptomatiques. Et, voilà, et où il n'y ait pas une trop forte proportion d'asymptomatiques. Une autre chose qui est importante, je ne vous l'ai pas signalé sur l'analyse de sensibilité, mais en fait, la durée des shifts dans les hôpitaux de quarantaine, c'était 1 ou 2 semaines, on a regardé les deux, et en fait, ça ne change quasiment rien à l'efficacité de la stratégie. Et donc ça signifie que des shifts d'une semaine sont tout à fait suffisants, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que les shifts de 2 semaines sont beaucoup plus logistiquement compliqués à mettre en place, et puis plus difficiles psychologiquement, hein, pour les personnels qui sont astreints. Et à ce sujet, justement, des impacts psychologiques, dont on pourrait se demander ce qu'ils peuvent être, hein, en termes voilà, d'anxiété, notamment pour les personnels soignants qui travaillent dans cet hôpital de quarantaine. En fait, il y a une étude qui a été mise en place en Égypte où ils ont suivi les personnels de plusieurs hôpitaux de quarantaine, et eux, ils ont pas trouvé d'impact sur la santé mentale en les comparant à des soignants dans des hôpitaux classiques en Égypte sur la même période, voire même, en fait, il y avait une réduction de certains, enfin, il y avait significativement moins de symptômes d'anxiété chez les soignants des hôpitaux de quarantaine par rapport à ceux des hôpitaux usuels, euh, potentiellement en lien, d'après eux, avec le fait que dans les hôpitaux de quarantaine, en fait, ils savaient à quoi s'en tenir. Ils avaient moins d'incertitudes que dans les hôpitaux usuels. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, je ne regardais pas vraiment l'heure. Donc comme je disais, c'était le travail voilà, beaucoup de travail d'un stagiaire, hein, Théo, donc je remercie ici et puis voilà. Et je remercie aussi les personnes qui ont travaillé sur ce projet-là, sur le recueil des données épidémiologiques qui ont motivé le travail. Merci beaucoup, Laura. Applaudissements virtuels. Merci beaucoup. Donc, comme d'habitude, je laisse un peu la parole à chacun qui veut poser des questions. N'hésitez pas, on est entre nous, donc c'est très informel. Donc, vraiment, toute question est permise sur la méthodologie jusqu'à l'importance santé publique, etc.
Voilà, alors je me lance en attendant que d'autres lèvent la main. Alors vraiment, il faut se lancer, hein. Pas tout le monde va poser une question, on est trop nombreux, mais quand même essayer. Alors, une question que j'avais, c'est est-ce que vous avez regardé, alors dans les modèles un peu, comment cette réduction et ce sens de la quarantaine des soignants dépend de la fréquence d'entrée à l'hôpital? Parce que quelque part, on voit qu'en EHPAD, ça a beaucoup de sens parce que c'est une communauté assez close, donc ça a du sens à aussi enfermer les personnels. J'imagine dans les urgences, quelque part, ça n'a plus de sens de faire ça parce que l'entrée, le lien dans ton schéma entre la communauté et l'hôpital, les côtés patients, est tellement intense que probablement en isolant en confinement, mettant encore en quarantaine des personnels, tu n'arrives pas à réduire cette importation de virus. Est-ce que vous avez pu voir où est le seuil et à partir de quel niveau de fréquence d'entrée c'est encore raisonnable? Alors, ça dépend ce que tu entends par fréquence d'entrée. On a regardé l'impact des paramètres de fréquence de fréquentation de l'hôpital usuel, mais ça, c'est pour les patients non Covid. Ça n'a pas un impact, ça change pas grand-chose à nos résultats. Après, là, nous, dans le modèle, on suppose vraiment que tous les patients qui ont des symptômes euh, suffisamment sévères pour être hospitalisés de Covid, hein, ils vont dans l'hôpital de quarantaine. C'est vraiment ça qui s'est passé en Égypte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un était hospitalisé pour Covid, il était hospitalisé en quarantaine et pas en hôpital classique. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas quand même qui allaient aux urgences, puisque tu parlais des urgences, hein, euh, qui allaient aux urgences de l'hôpital, leur hôpital de quartier, parce qu'ils n'étaient pas forcément tous au courant qu'il fallait qu'ils aillent dans tel autre hôpital. Mais à ce moment-là, il y avait du tri qui était mis en place dès l'entrée, ils étaient réorientés avec les hôpitaux de quarantaine. Voilà. D'accord, donc en fait, le modèle s'applique vraiment aux hôpitaux qui soignaient exclusivement des patients de Covid. C'est ça. En fait, les D'accord, hôpitaux ok. de Donc, quarantaine, désolé, c'est donc j'ai vraiment. Ouais, mal compris ça. En fait, c'est donc c'est ça. vraiment par définition un très fort risque d'infection qui plane au-dessus de tout cela. C'est ça. En fait, Ouais, c'est d'accord. vraiment, voilà, c'est une vague, c'est un contexte de vague pandémique. Tu as l'hôpital de quarantaine. Où dès que tu as un patient qui est symptomatique Covid, on l'envoie et qui doit être hospitalisé, c'est dans cet hôpital de quarantaine qu'il va. Et il n'y a pas d'autre type de patient dedans. D'accord. Et ça, c'est transposable à la situation peut-être en France ou peut-être on ne va pas ouvrir carrément. Alors, ça a été quand même fait un petit peu dans le service. Est-ce que. Ouais, en France, Ouais. on a fait des services Covid dans les hôpitaux. Mais enfin, je vois pas trop pourquoi, à vrai dire, on n'aurait pas pu faire des hôpitaux. Oui, À donc part c'est transposable en le fait. Ouais. point d'acceptabilité, de faisabilité, à mon avis, c'est surtout sur les soignants, enfin les Hmm. personnels qui accepteraient ou pas de vivre dans l'hôpital de manière continue pendant ces durées-là. Ouais, voilà. D'accord. Euh, Mohamed, question suivante, s'il te plaît. ton micro est coupé. Merci pour cette présentation. J'ai une question plutôt de compréhension. Je pense que tu as commencé à répondre un tout petit peu lors de ton dernier échange. C'est que est-ce qu'il y a un délai de passage entre l'hôpital usuel et l'hôpital de quarantaine? À quel moment le patient il intervient directement dans l'hôpital de quarantaine? Est-ce que pour des niveaux vraiment de transmission ou de symptômes très graves, respiratoires, etc. Et est-ce qu'il passe directement par l'hôpital ou par l'urgence? Est-ce qu'il y a une transmission qui peut se faire en cours de cheminement des deux étapes, en fait? Et si Ouais, ça se peut prendre dans le modèle, quoi. Parce que dans le ouais. cas français, on passe principalement par l'urgence ou une... Voilà, je me projette pour une application ici, en fait. Ouais. Là, dans le modèle, qui est un modèle simplifié, il y a pas en fait, il n'y a pas de passage de l'hôpital usuel à l'hôpital de quarantaine, Mhm. sauf cas de figure un peu particulier où la personne a été hospitalisée dans l'hôpital usuel alors elle était encore en incubation, qu'elle avait des symptômes, bon, voilà, qu'on ne l'avait pas repéré comme étant Covid et que le patient, au bout de son troisième jour ou quatrième jour, se met à développer des symptômes sévères. Là, on va le transférer dans l'hôpital de quarantaine. Mais par défaut, au moment de l'admission, si c'est une admission pour Covid, ça va dans l'hôpital de quarantaine. Si c'est une admission pas pour Covid, ça va dans l'hôpital usuel. Il n'y a pas de. Ah, d'accord.
Ok. Voilà, Ok. voilà, ça c'est le modèle, hein, c'est encore une fois, Hmm. c'est simplificateur, c'est comme ça qu'on l'a fait. Ok. Et sur l'application de ces hôpitaux de quarantaine, par exemple, si on part sur l'hypothèse d'avoir un service dédié Covid à 100%, est-ce qu'en termes d'organisation de travail et de remplacement, par exemple, de personnel soignants, s'il est contaminé, est-ce qu'on fait recours à des personnels des hôpitaux usuels ou comment ça se peut projeter en fait? Alors, bon, les services dédiés, pour le coup, ça a vraiment été fait en France, hein, il n'y a pas, ça c'est bon, avec du personnel a priori dédié, on essaie d'éviter les mélanges en tout cas. L'hôpital dédié, ça s'est pas fait en France. En Égypte, eux, ce qu'ils faisaient, donc les personnels qui travaillent dans les hôpitaux de quarantaine, c'était des personnels volontaires, mais qui pouvaient aussi, enfin qui étaient à la base des personnels des hôpitaux usuels, hein, qui étaient volontaires pour ça. Et donc, comme je Mhm. disais, ils étaient testés à l'entrée. Il fallait qu'ils soient négatifs pour rentrer dans ces hôpitaux de quarantaine. Ils étaient testés à la sortie et si à un moment donné, ils étaient testés positifs, Mhm. ben, donc on les isolait voilà, plus longuement. Et si jamais ils développaient des symptômes sévères, ils devenaient patients de l'hôpital de quarantaine eux-mêmes, Bah, hein. Voilà, voilà. c'est ça. Et après leur isolement post-hôpital de quarantaine, ils reprenaient leur activité de Ok. soignants dans des hôpitaux usuels. Voilà, c'était pas D'accord. les mêmes, on les reprenait pas pour travailler Ok. plusieurs shifts. Ouais. Ok. Voilà, Merci. Merci. de rien. Simon, tu as une Mm. question Oui, aussi? j'avais deux petites questions. Une première sur, est-ce que vous avez pu regarder, mais je ne sais pas si le modèle prenait en compte les structures d'âge, je ne sais quoi, mais est-ce que vous avez regardé la quantité de lits qui aurait été nécessaire sur la période de 300 jours enfin, dans l'hôpital Covid? Oui, oui, tout à fait. Et alors, là, j'ai pas les simulations, les chiffres à vous montrer, mais ouais, c'était évidemment en fonction du niveau de circulation virale. L'hôpital, on peut avoir des cas de figure où en fait là, dans le modèle, on a fait en sorte qu'il y ait suffisamment de lits, donc on a on a fait grossir l'hôpital de quarantaine. Et c'est un peu ce qui s'est passé en Égypte parce qu'ils ont adapté, en fait, ils ont ouvert ou fermé des lits en fonction de la période épidémique, et donc recruté plus ou moins de soignants. D'accord. Voilà. Là, Mais ça nous, n'a comme on jamais avait complètement débordé ça n'a tout, jamais enfin, ils ont complètement réussi débordé. à... Ouais. Non, ouais, c'est ça. Après, nous, là, on est dans des conditions, les conditions optimales, comme je disais, c'est plutôt des conditions où on a une circulation qui est relativement contrôlée quand même, un zéro communautaire en dessous de Mm. 1,5. Mm. Donc, voilà, Mm. ça ne fait pas exploser les hôpitaux de quarantaine. Ouais. Ouais. Et plus une question adjacente, mais on en a touché un mot, mais est-ce qu'il y a des travaux sur l'impact des unités dédiées sur la transmission nosocomiale par rapport à l'isolement individuel d'un patient dans une unité d'hospitalisation traditionnelle? Ouais, en France, enfin, en Europe, par exemple, eh ben, pas vraiment, à ma connaissance, qui compare vraiment comme ça de manière, quantifiée, service, ouais. Il y a pas de temps enfin, à vrai dire, même en, des travaux qui quantifient le risque nosocomial, Hmm. heu, il y en a pas De tant que ça. base, il n'y en a pas De trop, base d'accord. Ouais. de base, il y en a pas tant que ça. Nous, on en a fait, mais on n'a pas comparé, unité dédiée versus, enfin, différentes stratégies. Heu, c'est peut-être dans les tuyaux, on va voir. Voilà. Mais Dans les tuyaux Ok, pour merci. ouais, non, parce une qu'on a voilà, prochaine quoi? on a des données potentiellement pour faire ça, mais il faut qu'on ait D'accord. de la main-d'œuvre aussi. Voilà, mais OK. c'est une bonne Ok, question. merci. Merci. Mohamed, Ouais, est-ce que c'est une nouvelle main ou est-ce que c'est voilà, l'ancienne main qui persiste? j'ai baissé la main. Ancienne, bah, elle a disparu, d'accord. Alors, est-ce que quelqu'un a encore une question rapide? Euh, non, j'observe le panel des participants, non, sans regret. Donc, merci beaucoup, Laura, pour cette contribution. Et donc, du coup, on va passer la parole à Simon. Simon, donc doctorant qui fait sa thèse sur la Covid et notamment autour de l'étude Comcore. Et en fait, Simon a décidé de changer de sujet. Alors, il reste toujours autour de Comcore, mais voilà, il a choisi de présenter aujourd'hui plutôt un travail qui est en cours autour donc les enfants et le risque d'infection pour les membres du foyer. Donc, évidemment, là, c'est aussi une question lourde en santé publique parce que quelque part, on sent
que ça va parler un peu de la question, est-ce qu'il fallait ou est-ce qu'il aurait fallu davantage fermer les écoles, etc. Voilà, donc Simon, merci de... Ça va être abordé de façon indirecte, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, donc merci pour la présentation. Donc voilà, je vais essayer de vous parler du risque d'infection pour les membres du foyer, d'enfants qui vont à l'école ou qui sont gardés par une assistante maternelle ou qui vont en crèche. Et donc je m'appuie pour ça sur les données de l'étude Comcore que je vais vous présenter. Alors, juste pour schématiser un peu le contexte, en fait, quand on parle enfants et SARS-CoV-2, ça soulève en général pas mal de questions et puis la preuve a un peu changé, au fur et à mesure qu'on avançait dans l'épidémie. Mais globalement, quand on se pose la question de est-ce que des enfants peuvent transmettre le Covid, aux membres de leur foyer? Ça touche à des questions de susceptibilité et de contagiosité, spécifiques aux enfants, qui vont être déterminées par un certain nombre de facteurs, comme des facteurs biologiques sur, la charge virale, sur l'excrétion et cetera, sur la nature et la fréquence des contacts entre les enfants et les membres du foyer. Et tout ça va être influencé par un certain nombre de facteurs comme l'âge, comme des facteurs qui vont aussi changer au cours du temps, comme la vaccination, les variants qui circulent, les restrictions, c'est-à-dire les fermetures d'écoles, les protocoles sanitaires, etc. Donc ça nous paraissait intéressant de regarder l'évaluation de ce risque en fonction de l'âge de l'enfant et au cours de l'épidémie, au cours des événements épidémiques. Donc pour ça, on s'est appuyé sur l'étude Comcore qui a été menée entre octobre 2020 et octobre 2022. Ça a été mené en partenariat avec l'assurance maladie et Ipsos. Et en fait, on s'appuyait sur la base CIDEP de la CNAM qui, une fois par semaine, envoyait un email d'invitation à toutes les personnes qui ont été testées positives dans la semaine qui vient de s'écouler. Alors, elle n'avait pas les adresses email de tout le monde, mais quand même d'une majorité, et qui proposait donc à ces personnes de participer à une étude sur la transmission menée par l'Institut Pasteur, etc. Il y a environ 8% des personnes qui ont accepté de participer. Et à l'issue du recrutement des cas, on demandait à Ipsos de recruter parmi les panélistes d'Ipsos un certain nombre de témoins qui étaient à parier sur des facteurs assez classiques d'âge, de sexe, de région et la taille d'agglomération et la semaine de participation. Et tout le monde répondait en ligne à ce relativement semblable auto-questionnaire entre cas et témoins sur des caractéristiques sociodémographiques, sur les circonstances de contamination pour les cas si jamais ils les connaissaient, et on va en reparler parce qu'on a exploité une partie de ces résultats pour ce travail-là, et puis un certain nombre d'expositions sur les jours qui précédaient les symptômes pour les cas ou la participation pour les témoins, et notamment la présence d'enfants au domicile qui vont à l'école et le niveau de l'école, mais aussi un certain nombre de questions sur le travail, les loisirs, etc. Donc ça a bien marché puisqu'on a recruté environ 680 000 témoins et 680 000 cas et 57 000 témoins. Donc on a beaucoup plus de cas que de témoins. En fait, on payait pour les panélistes d'Ipsos, donc c'était un peu notre facteur limitant de mon recrutement, mais les cas, on avait entre guillemets pas de limite puisque la majorité des gens étaient invités à participer. Alors donc la période de l'étude, elle est longue et il s'est passé pas mal de choses. Donc on a voulu regarder un peu comment les choses avaient évolué, et pour ça, il a fallu choisir un peu un découpage pour essayer de comprendre comment tout ça avait évolué. Et donc on a choisi ce découpage en 9 périodes en fonction de l'incidence, des restrictions importantes comme confinement, couvre-feu, des vagues, des variants, etc. Donc, vous voyez ici le découpage. Brièvement, une première période pour la deuxième vague et le deuxième confinement. Ensuite, une pour le couvre-feu, une pour le troisième confinement, une pour la réouverture et la quatrième vague et l'émergence du variant Delta, une pour la mise en place du pass sanitaire, une pour la vague Delta à l'automne 2021 et une pour la très grande vague Omicron que vous voyez ici, c'est l'incidence en population à l'hiver 2022, et puis après des vagues respectives pour les vagues suivantes aux sous-variants BA.2, BA.3, puis BA.4, BA.5. Donc on va décliner les résultats comme ça, mais tout d'abord, je vais vous présenter une analyse purement descriptive
Donc, un certain nombre de cas pouvaient nous dire qu'ils connaissaient le cas source. Et puis, donc, on a regardé la proportion des cas qui nous rapportaient une contamination par un cas source âgé de moins de 18 ans et comment elle a évolué au cours du temps. Et donc, voici le tableau avec les proportions en question. Et puis, les couleurs sont foncées, puis les proportions sont élevées et déclinées en fonction de classes d'âge qui correspondent à peu près au niveau scolaire, hein, puisqu'on en reparlera après, mais c'est comme ça aussi qu'on a découpé l'étude. Et donc, vous voyez qu'initialement, les enfants de moins de 18 ans représentaient, n'étaient identifiés comme cas source que par environ 2% des cas. C'est resté relativement stable à un niveau relativement faible jusqu'à l'été 2021. Et puis, ça a augmenté à ce moment-là, vous voyez, jusqu'à atteindre 9-10%. Et puis, notamment, ça a beaucoup augmenté pour les enfants de 6 à 10 ans, vous voyez, notamment à l'automne 2021. Et puis, ça a rediminué par la suite. Et là, on est au printemps-été 2022. Et juste en dessous, j'ai mis en regard des données qui sont des données de surveillance Covid. En fait, en regardant la proportion parmi tous les tests positifs des enfants. Donc, entre guillemets, la contribution relative des enfants à la circulation épidémique à ce moment-là est découpée par classe d'âge. Et vous voyez on retrouve un petit peu cette même tendance avec au début une contribution relative plutôt faible des enfants. Et puis, on observe à l'automne, automne 2021, hiver 2022, une nette augmentation, notamment pour les 6-10 ans, de la proportion des cas qui sont dans cette classe d'âge et finalement une nouvelle diminution par la suite. Donc ça, c'est la partie purement descriptive, mais on a aussi fait l'analyse cas témoin à proprement parler. Donc, brièvement, en termes méthodologiques, Ipsos faisait déjà un appariement sur un certain nombre de critères, mais globalement, on avait peu de contrôle sur comment ça marchait. On savait pas, c'était assez automatisé et on n'avait pas la main là-dessus. Et puis, en fait, Ipsos attendait de voir le profil des cas qui avaient participé dans la semaine qui venait de s'écouler pour lancer le recrutement des témoins dans la semaine suivante. Et du coup, il y avait un décalage sur la semaine d'exposition, hein, puisque les cas répondaient sur les jours qui précédaient la contamination et les témoins répondaient sur les jours qui précédaient le questionnaire. Donc, ça nous paraissait pas optimal. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait un nouvel appariement en décidant de mettre 4 cas pour un témoin, puisqu'on avait beaucoup plus de cas que de témoins, en reprenant les mêmes critères d'appariement, en mettant des tranches d'âge un peu plus serrées. Et puis, on avait beaucoup plus que 4 cas pour un témoin. Donc, pour éviter d'être trop influencé par la sélection aléatoire des cas, en fait, on a généré par bootstrapping avec remplacement 100 bases cas témoins avec un ratio 1/4 pour chacune des 9 périodes. Et on a appliqué à chacune de ces bases le même modèle de régression logistique pour regarder l'association entre le risque d'infection et la présence d'enfants au domicile. Et dans le modèle, il y avait également les variables sur les moyens de transport, le travail et notamment le statut vaccinal, donc qui nous permettait d'ajuster. Et puis après, on faisait l'extraction des évaluations et on moyennait tout ça avec les médianes et les percentiles. Donc voilà ce que ça donne quand on regarde les odds ratios ajustés donc dans ce modèle multivarié pour la présence d'un enfant qui va à l'école. Alors pas toujours à l'école puisqu'il y a la crèche et l'assistante maternelle, mais on va dire les écoles pour simplifier, et par niveau d'école. Donc c'est pour chacune des 9 périodes, et puis on va détailler parce que là c'est un peu fouillis. En prenant par ordre croissant d'âge, on va dire. Voici les associations pour la présence d'enfants au domicile qui est scolarisé en crèche, donc des tout petits enfants. Et vous voyez qu'on a à peu près constamment une association avec le risque d'infection, avec des odds ratios qui oscillent entre 1,2, 1,3 et 1,6, avec un peu une tendance à des effets un peu plus augmentés, là, entre l'automne 2021 et l'hiver 2022. On retrouve à peu près les mêmes niveaux pour les enfants qui sont gardés par une assistante maternelle, à des niveaux un peu plus élevés. L'association, c'est quasiment la plus forte dans tous les niveaux.
On a des odds ratios qui est aussi plutôt aux alentours de 1,5, parfois davantage. Il y a juste cette période-là où vous voyez l'association disparaît. Alors ça, on ne sait pas très bien comment l'expliquer, mais ça n'est qu'une période. Donc, on pense quand même qu'il y a un risque associé véritable pour les membres de leur foyer. C'est à peu près la même chose pour les enfants en école maternelle. Le risque est un peu plus faible, mais persiste durant toute la période de l'étude. Et quand on regarde les enfants un peu plus âgés, on a globalement plutôt un effet relativement modéré dans les premières périodes de l'étude et qui monte clairement à l'été, automne 2021, hiver 2022, avec un odds ratio qui atteint environ 1,5. Et c'est à peu près la même chose pour le collège. Vous voyez l'augmentation à l'automne 2021 également. Et pour les lycées, globalement, on avait un petit risque au début de l'étude. Et après, c'est resté modéré, voire absent pendant tout le reste de l'étude. Donc, si on essaie un peu de synthétiser, de regrouper tout ça, on a l'impression quand même qu'il y a les jeunes enfants, donc crèche, assistante maternelle, école maternelle, donc ça fait du 0,6 ans à peu près, dont la présence est régulièrement associée, enfin relativement constamment associée à un risque majoré d'infection chez les membres du foyer, avec un petit tropisme particulier pour les enfants qui sont gardés par une assistante maternelle. Quand on regarde les enfants un peu plus âgés, on a l'impression que initialement, entre octobre 2020 et l'été 2021, on a un risque relativement faible, voire absent. Par contre, à partir de l'été 2021, on a une majoration du risque, surtout pour les enfants qui vont en primaire et au collège. Probablement que c'est en lien avec quand même avec l'émergence du variant Delta, on en reparlera. Et dans une population qui à ce moment-là était encore peu vaccinée, les enfants du primaire sont restés très peu vaccinés tout au long de l'étude. Les enfants en collège ont été davantage vaccinés, mais globalement n'ont pas eu de booster. Et pour les lycées, c'est un peu plus... On ne sait pas exactement comment interpréter tout ça. Probablement quand même que c'était une population qui était plutôt bien vaccinée. On a du mal à savoir si elle était mieux vaccinée que celle en collège, puisque les données sont agrégées sur les 12-17 ans, donc c'est pas facile de faire la part des choses. Mais il y a probablement eu davantage d'enseignements hybrides à distance présentiel pour les lycées que pour les collèges, et a fortiori que pour les écoles primaires. Et juste pour les vagues Omicron, vous voyez quand même que le risque, c'est les périodes où le risque a été le plus élevé. Là, pour l'hiver 2022, c'est la période où il y avait une incidence extrêmement élevée en France et extrêmement élevée tout particulièrement chez les enfants. Et ça, on s'en rend assez vite compte sur ces résultats-là. Et ce qui est assez frappant aussi, c'est que après tout ça, globalement, les associations ont nettement diminué. Et vous voyez que le risque est faible pour les membres du foyer à l'été 2022. Et probablement que le virus a tellement circulé qu'il y a eu une part, en tout cas, d'immunité de groupe transitoire. Donc, c'est aussi l'occasion un peu d'essayer de refaire un point sur la littérature sur les enfants et le SARS-CoV-2, puisqu'il va falloir voir comment on peut inscrire les résultats de Comcord dans tout ça. Donc, je vais essayer d'aborder les questions de la susceptibilité et de la contagiosité. Tout d'abord, la susceptibilité. Donc, vous savez qu'il y a des formes davantage plus souvent asymptomatiques. Donc, les surveillances du nombre de cas peut être prise en défaut chez les enfants. Donc, les études de séroprévalence sont assez intéressantes. Et globalement, au début de l'épidémie, on avait plutôt des données qui montraient une tendance à avoir une séroprévalence inférieure chez les moins de 10 ans. Là, c'est des données de Santé publique France qui datent du printemps 2020. Et vous voyez que les 0,9 ans tout à gauche ont plutôt une séroprévalence inférieure, alors que les 10-19 ans sont à des niveaux de séroprévalence qui sont comparables à ceux de la population adulte. Mais ça ne nous dit pas ce qui s'est passé après le printemps 2020, et notamment une fois que les écoles ont rouvert et qu'on a eu les nouveaux variants. Donc, il y a des nouvelles études de séroprévalence, j'en reparlerai un peu après, mais je voulais citer quand même une étude qui a eu lieu un peu de façon intermédiaire entre fin 2020 et 2021 aux États-Unis, qui est assez intéressante, puisqu'ils ont fait des autotests systématiques toutes les semaines chez tous les membres de foyers avec présence d'enfants. Et ils ont trouvé globalement une incidence comparable pour toutes les classes d'âge, hein.
vous voyez que ce soit les 0-4 ans, 5-11 ans, 12-17 ans, ils avaient tous à peu près la même incidence que les adultes. Ils avaient des formes beaucoup plus volontiers asymptomatiques, comme attendu. Et puis il y a eu le variant Delta, et ça c'est des données, issues des données de surveillance en Corée du Sud, donc faut faire un peu attention à ça avec la propension au diagnostic qui est probablement un peu plus faible pour les enfants. Mais quand même, je trouve que c'était intéressant de voir que Delta a eu l'air d'avoir eu un impact comparatif supérieur chez les enfants que chez les adultes. Ils ont appliqué donc c'est un modèle, les données de surveillance à un modèle compartimental où ils ont comparé la période octobre-décembre 2020 à la période juin-août 2021 où le variant Delta prédominait. Et vous voyez quand on regarde l'augmentation de la susceptibilité Delta versus non-Delta, elle est bien supérieure chez les enfants et notamment chez les 5-10 ans et les 10-15 ans qui ont presque une augmentation x2 de leur susceptibilité à l'infection. Alors après, il y a toute une réévaluation de séroprévalence dans des contextes qui sont différents, donc c'est pas toujours facile de faire la comparaison, mais globalement, toutes montrent qu'en 2021, 2022, les enfants se sont infectés tout autant, voire davantage que les adultes. Et ça, c'est des données du Canada sur un réseau de laboratoires. Et vous voyez que on a à chacune des périodes, donc ça, c'est les classes d'âge que vous voyez ici, et puis chacune des vagues de tests qui s'échelonnent entre début 2021 et l'été 2022. Et on a à chaque fois des taux de séroprévalence élevés pour une immunité post-infectieuse. Donc, ils avaient regardé spécifiquement les anticorps antinucléocapsides pour différencier de l'immunité post-vaccinale. Et puis également une autre étude en Suisse qui avait montré globalement la même chose, hein. C'est une étude unique, hein, au printemps 2022 qui montrait un niveau de séroprévalence assez élevé, voire même un peu supérieur à la population adulte chez les enfants. Et maintenant, la question de la contagiosité, ça touche forcément ce qu'on fait dans Comcore, et puis on va y arriver doucement, mais globalement, initialement, on avait plutôt des données qui montraient une contagiosité un peu moindre. Et une bonne méthodologie pour la contagiosité, c'est de regarder ce qui se passe dans les clusters et particulièrement dans les domiciles, puisque c'est un peu plus facile. Et ici, c'est une méta-analyse qui regarde en fonction de l'âge du cas index, le taux de transmission secondaire, enfin le taux d'attaque secondaire. Et vous voyez que, par exemple, dans les domiciles, le taux d'attaque secondaire est inférieur si le cas index a moins de 20 ans que s'il a plus de 20 ans. Alors, les intervalles de confiance sont larges, mais c'est quand même intéressant. Mais par contre, quand on regarde plus en détail en dessous de 20 ans, il y a quand même des subtilités. Et ça, c'est une étude de cohorte menée au Canada à la deuxième moitié de 2022, où ils ont regardé le risque qu'il y ait un cluster dans un foyer en fonction de l'âge du cas index. Et globalement, c'est plus à risque si le cas index a 0,3 ans ou 4-8 ans par rapport à une référence ado, 14-17 ans. Et c'est un peu ce qu'on trouve dans les nombreuses études qui ont été faites au Danemark dans les foyers. Alors là, je vous montre les résultats pour la première de ces études-là, donc avec le variant historique. Mais c'est globalement la même chose. Ils ont réévalué ça à chaque fois. Toujours M. Linxe qui a le bon filon, donc il a bien publié. Et donc là, vous voyez le risque de transmission dans le foyer en fonction de l'âge du cas index. Et vous voyez que le risque de transmission est supérieur pour les jeunes enfants si le cas index est un jeune enfant que s'il est un grand enfant, jeune adulte. Et après, le risque augmente avec l'âge. Donc on a l'impression en termes de contagiosité qu'on a les grands enfants et les adolescents qui ont un risque plutôt moindre de contagiosité de transmission que les jeunes enfants, puis que les adultes. Et probablement que ça, c'est en tout cas partiellement la conséquence de la nature des contacts entre les membres du foyer. Et je voulais juste citer une étude également anglaise sur les données de surveillance du Royaume-Uni qui montre qu'effectivement, en données de surveillance, hein, les adolescents, les 5-10 ans et les 10-15 ans ont contribué davantage à la transmission à partir de ce moment-là. Et donc, vous voyez, ça, c'est la proportion
c'est que les foyers où il y a eu des clusters intra-domicile, et ils regardent l'âge du cas index. Et la proportion des cas index 5-11 ans, elle est ici, et la proportion des cas index 12-15 ans, elle est ici, et ça a explosé en fait en septembre 2021, lors de la réouverture des écoles, dans un contexte où il n'y avait plus aucune restriction au Royaume-Uni. Une autre manière de regarder, et là ça rejoint la méthodologie de Comcore, c'est donc de regarder le risque d'infection chez les membres du foyer. Et il n'y a pas énormément d'études qui ont utilisé cette méthodologie, mais il y en a quand même quelques-unes. Ça a l'avantage de passer outre la difficulté de diagnostiquer des petits-enfants, etc. Ici, une étude américaine entre fin 2020 et début 2021, avec une série d'enquêtes répétées en ligne, et ils demandaient aux gens s'ils avaient été testés positifs, et puis toute une série d'expositions. Et vous voyez que s'il y a un enfant dans le foyer qui a été à l'école en personne à temps plein, c'est associé au risque d'infection, avec cette fois une tendance à avoir un petit peu plus de risque si l'enfant est en collège ou lycée que s'il est plus jeune, c'est-à-dire primaire ou un peu plus petit. Ce qui est un peu ce qu'on avait retrouvé au tout début de l'étude Comcore, mais par contre, on avait, nous, un peu plus de risque pour les plus jeunes enfants. Donc, si on essaie de résumer tout ça, et en fait, Comcore, globalement, s'inscrit plutôt bien dans tout ça, on a, en termes de sensibilité ou de circulation, on dit un peu comme on veut, mais globalement, on a l'impression que ça avait moins circulé en début d'épidémie chez les jeunes enfants, et que par la suite, finalement, ça a atteint un niveau relativement comparable que chez les enfants plus âgés ou les adultes. Est-ce que c'est le rôle des variants? Est-ce que c'est la diminution des restrictions dans les écoles, avec un certain nombre de réouvertures, etc. Ce n'est pas le sujet, mais c'est probablement une partie de l'explication. Et en termes de contagiosité, il y a probablement quand même une contagiosité qui peut être un peu diminuée par rapport aux adultes, avec cette relation en U qui fait que les jeunes enfants seraient un petit peu plus contagieux que les enfants plus âgés, et ce qui va assez bien avec nous, nos résultats qu'on a sur crèche, maternelle, assistante maternelle. Mais le fait que ce soit inférieur à la contagiosité des adultes n'empêche pas le fait qu'il y ait contagiosité. Et donc, mine de rien, ça contribue quand même à la transmission aux membres du foyer. Nous, notre shift qu'on a vu avec l'école primaire, les collèges à l'automne 2021, d'ailleurs, il a bien été vu par les Anglais à l'automne 2021 également, probablement en lien avec le variant Delta ou les restrictions, la diminution des restrictions. Donc, si on doit essayer de retenir quelques enseignements, on a donc ce risque majoré pour les membres du foyer d'enfants en bas âge, avec un petit focus particulier pour les enfants gardés par une assistante maternelle. Alors après, on peut se poser des questions, mais on n'ira pas plus loin que ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Est-ce qu'il y a des protocoles sanitaires un peu différents? Est-ce que la supervision, les mesures d'hygiène sont différentes d'avec les enfants gardés en crèche? L'avantage de cette méthodologie, c'est qu'on a donc pu détecter ce risque pour les tout petits enfants qui sont particulièrement difficiles à attraper par les systèmes de surveillance, puisqu'ils ont davantage d'infections asymptomatiques, et on a probablement tendance à moins les tester que les enfants un peu plus grands. Et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, mais globalement, on peut supposer que la nature des contacts plus rapprochés entre parents et jeunes enfants ait joué un rôle dans ce risque-là. Tout ça a été vrai jusqu'à l'émergence du variant Delta à peu près, à l'automne 2021, où là, on peut supposer que le fait que ce soit plus transmissible a fait que des contacts moins rapprochés ont été, entre guillemets, suffisants pour transmettre aux membres du foyer. Et donc, c'est pour ça que les enfants en primaire et en collège se sont mis à jouer davantage un rôle. Et puis pour les lycées, donc un rôle initial modéré qui a ensuite été contrôlé, probablement en partie par la vaccination et ou l'enseignement à distance, difficile à dire, mais globalement une contribution qui a l'air moindre. Et puis finalement, donc une immunité de groupe transitoire après toutes les vagues Omicron qu'il y a eu, la circulation intense. On a arrêté Comcore, donc on ne sait pas ce que ça va donner par la suite, mais en tout cas, on avait l'impression que ça s'était un peu tassé à la fin de l'étude. Et je voulais juste citer pour terminer quelques limites quand même de l'étude, qui est donc une grosse étude, mais qui n'est pas toujours facile à bien saisir, même pour nous. C'est donc une population qui est quand même assez choisie,
puisque on a peu de gens parmi tous les invités qui ont répondu, même si ça fait beaucoup de gens à la fin, ça fait quand même un petit échantillon. On a beaucoup plus de femmes, on a beaucoup plus de personnes d'âge moyen, 30-49 ans, on a beaucoup plus de gens diplômés. Alors on n'a pas, on a apparié ou on a ajusté, donc normalement ça devrait avoir à peu près la même chose côté cas et témoins, mais ça limite quand même la généralisabilité. Et puis la description des cas sources, il faut quand même être prudent. Toute l'analyse descriptive sur les cas sources de moins de 18 ans, probablement que ça sous-estime quand même la contribution des enfants, puisque des enfants ne sont pas toujours identifiés comme cas sources, ils sont asymptomatiques, pas testés ou je ne sais quoi. Mais globalement, c'est assez rassurant de voir que sur des analyses différentes, on obtient la même tendance avec la majoration du rôle des 6-10 ans et des enfants en collège un peu plus tardive à partir de l'automne 2021. Et je voulais signaler aussi qu'en fait, on parle beaucoup d'écoles, mais en fait, on parle plutôt d'enfants, puisque on mesure très indirectement le rôle des écoles, que probablement il y a un certain nombre d'infections qui ont eu lieu en périscolaire et on est incapable de dire quelle est la part de l'un ou de l'autre. Et puis, vu qu'on mesurait très indirectement l'exposition à l'école, on ne sait pas, on n'a pas restreint les périodes sur les périodes de vacances scolaires. Puisqu'il fallait aussi prendre en compte un certain nombre d'autres critères. Voilà, ben, j'en ai terminé, donc dites-moi si vous avez des questions. Merci beaucoup, Simon, pour cette présentation très intéressante. C'est vrai, on arrive un peu à la fin de notre heure. Voilà, bravo d'abord, applaudissements. Voilà, je pense que voilà, il y a peut-être des questions néanmoins qu'on peut encore poser. Donc, je sais que certains doivent partir, mais peut-être on peut rester encore un peu ensemble pour poser quelques questions. Yusuke, s'il te plaît. Merci beaucoup, Simon, pour une présentation très, très intéressante. J'ai une petite question par rapport au design d'études. Donc, comme tu as bien souligné, comme la limitation, donc, il y a une question de représentativité de 8% des gens qui ont répondu à cette demande de questionnaire. Après, donc, c'est des enquêtes témoins. Donc, bien évidemment, ce qui est le plus important, c'est le choix de témoins. Parce que les témoins, ça doit être quelqu'un qui va avoir le même comportement que le cas au niveau de maladie, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui doivent également visiter l'hôpital, etc., comme ils ont fait les cas. Donc, comment tu penses que ces témoins, comment tu peux rassurer que les témoins sont comparables dans cet aspect? Et aussi, l'autre question, c'est que si, comme c'est une grosse base de données, donc si vous avez les données sur par quartier, le nombre des enfants qui sont scolarisés ou en crèche, avec tranche d'âge des parents, des choses comme ça, peut-être tu n'as pas besoin d'avoir un contrôle. Tu peux comparer avec les données administratives dans un pays. Je ne sais pas si ce type de données existe. Oui, alors pour les témoins, c'est sûr que c'est un souci parce qu'on a vraiment des circuits assez différents de recrutement entre cas et témoins. Et c'est le risque principal des études cas témoins globalement. Mais alors, on ne contrôle pas grand-chose. Parce qu'on ne contrôle pas grand-chose. Alors, le CIDEP, c'est assez général. Hein, tout le monde a eu le Covid, donc c'est assez simple. Mais déjà, il y a l'entonnoir de ceux qui ont une adresse email et il y a l'entonnoir de ceux qui répondent. Donc, ça fait deux entonnoirs qu'on a un peu du mal à mesurer. Et après, il y a le panel Ipsos sur lequel nous, on a peu de regard. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on a quand même on a beaucoup d'informations sur ces gens-là, mine de rien, et on a beaucoup d'expositions, beaucoup de questions de diplômes sociodémographiques, etc. Et tout ça est pris en compte dans les modèles. Donc, c'est toujours des modèles assez chargés, hein, donc toutes les expositions, loisirs, travail, etc., mais aussi le type de logement, la région, le sociodémographique, les diplômes, les revenus, etc. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de les rendre le plus semblables possible. Il y a
Très certainement sur un certain nombre d'éléments quand même de la confusion résiduelle. Notamment, ce qui est un peu bizarre, c'est que parfois certaines expéditions soient protectrices. Et sur un autre sujet, mais le fait de prendre le bus est très protecteur dans Comcore, alors on ne sait pas trop pourquoi. Mais donc il y a de la confusion résiduelle sur un certain nombre d'éléments, c'est certain. Maintenant, on fait à peu près tout ce qu'on peut, je pense, pour essayer de limiter ça. Et nos résultats sont quand même relativement cohérents. Donc voilà. Et puis pour après, la partie, si on devait faire quelque chose de très descriptif, je pense que vu qu'on n'a vraiment pas un échantillon représentatif de la population, je pense que ce serait un peu compliqué quand même. Et en plus, on a filtré un peu les données pour ne pas avoir trop de données identifiantes. Donc, on n'a pas le code postal. Enfin, on a pas mal de choses qu'on n'a pas. C'est remouliné par Ipsos avant de nous être transféré et transformé en région, plus taille d'agglomération, etc. Donc, je ne sais pas si on aurait le niveau de granularité pour aller vraiment regarder la modification du risque par quartier ou par... mais bon, je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Merci. Merci, Yosuke. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont levées? Allez-y, hein, n'hésitez pas. En attendant, Simon, oui, effectivement, et c'est peut-être la question, est-ce que, comme tu as dit, ce sont les enfants et pas forcément l'école. Et ce démarrage à l'automne 2021, c'est probablement aussi un peu en lien avec les activités extrascolaires qui ont repris, qui étaient quand même assez limitées, et où peut-être le protocole avec masque, etc., était beaucoup moins respecté, voire plus du tout Oui, alors... en place. Ouais. C'est pas toujours facile d'essayer de tracer comment ont évolué tous les protocoles sanitaires. En plus, il y avait des stratifications en fonction du niveau local de risque, etc. Ça changeait en fonction du niveau primaire, etc. Alors, le masque, je crois que c'est resté en place jusqu'à la 8e période, donc jusqu'au printemps 2022. Donc, tout ce qui était avant, normalement, tout le monde était masqué. Je crois à partir du primaire. Donc ça, normalement, c'est resté relativement stable à l'automne 2021. Mais oui, probablement qu'il y a un certain nombre de choses un peu sur la manière dont les enfants interagissaient à l'école qui a changé. Et puis, quand même, je pense que le fait que ce soit un variant beaucoup plus transmissible qui est circulé a favorisé que ces gestes barrières et tous ces protocoles sanitaires sont devenus de moins en moins efficaces, et donc ça a circulé plus activement à ce moment-là. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions quelqu'un souhaite poser? Non. Laura, je te repasse la parole peut-être pour la clôture de notre séminaire aujourd'hui. Et puis Oui. l'annonce du suivant. Alors, en effet, il faudrait que j'ai en tête exactement le programme du suivant. En tout cas, je sais de notre côté, mais je me C'est le souviens plus très 24. bien chez vous. Oui, alors c'est le 24 février, tout à fait. Je sais que de notre côté, c'est Paul Henriot qui va parler de transmission nosocomiale. On continue sur la transmission nosocomiale, mais de l'hépatite C. Voilà, en Égypte. Toujours, on C'est est ça. Et de notre deux côté, points c'est communs avec Gaël. aujourd'hui. Voilà, et de votre côté, c'est Gaël, ouais, C'est ça. Gaël qui va parler des facteurs cognitifs associés à la vaccination contre la Covid. Et donc, comme je disais tout à l'heure, à vos volontariats pour le mois de mars et suivant. Voilà, merci à tous d'avoir été là. C'est chouette de voir qu'il y a toujours beaucoup de monde dans ces séminaires, même si tout le monde ne pose pas des questions, il ne faut pas hésiter. Voilà, et si vous avez des questions qui viennent a posteriori, je pense que Simon, comme moi, ça me ravit de répondre par mail. Voilà. Et bien à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Merci beaucoup. Merci à Au tous. revoir. Bonne journée. Merci, bonne journée.